Au volant de sa vie, avant, pendant et après le mariage, Marie-Béatrice Abrema-Kétouré reste l'une des rares femmes dont l'histoire inspire toute l'Afrique de l'Ouest. Et le récit filmique de cette vie extraordinaire, cette vie exceptionnelle, se trouve donc dans ce livre de Agnès Crédy et de Alex Kipré. Le dernier cité est notre invité sur ce plateau. Merci de l'accueillir chez vous et bienvenue dans Africa Livre. Alex Kipré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Africa Livre. C'est moi, merci. Alors, Alex Kipré, Marie-Béatrice Abrema-Kétouré au volant d'une vie. C'est le livre, n'est-ce pas, qui vous a inspiré, hein? Agnès Crédy et vous. Alors, cette femme qui est la première femme noire à conduire donc une voiture en Côte d'Ivoire. Dites-nous, en quoi est-ce que sa vie fait l'exception au point de se retrouver dans un livre de plus de 100 pages, Alex Kipré? D'abord parce que c'est une femme. À l'heure de la parité, à l'heure des choix de genre, je pense que ça a tout son sens. C'est une femme. Il y a le fait aussi qu'elle soit une pionnière. C'est un précurseur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui commence en fait une œuvre. Mais ce qui donne de l'importance à son histoire, c'est le fait que ce soit à une époque reculée. Aujourd'hui, conduire une voiture paraît banal. C'est un geste ordinaire, on le voit partout. Mais à l'époque, nous sommes dans les années avant 50 quand même, conduire une voiture, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque nous sommes à l'époque coloniale. Ce sont des gestes qui sont réservés aux Européens, aux Français notamment. Et dans cette époque-là, cette femme, qui, je le dis, n'est pas un homme, c'est un homme, un humain, mais qui n'est pas du sexe mâle, cette femme-là se promène dans Abidjan, se promène dans Bassam avec une voiture, non des moindres, avec une Cadillac. Donc, pour l'époque, c'est un geste qui est un peu plus que luxueux, c'est un geste audacieux, outrecuidant, j'ai failli dire. C'est cela. Alors, lors de vos démarches, dans la rédaction de ce récit-là, sur la vie de Béatrice Abrema-Kétouré, est-ce que vous avez eu l'impression que ces personnes du troisième âge, dont l'histoire est déjà connue de pas mal de personnes, ces personnes-là, est-ce qu'elles expriment réellement le besoin d'être mises en vedette dans un livre, surtout pour un peuple comme le nôtre qui lit de moins en moins? Bon, votre question me fait poser deux problèmes. D'abord, je ne partage pas vraiment l'idée que les Ivoiriens ne lisent pas. C'est une idée reçue, je pense. Je n'ai pas cette impression. Ce que je sais des Ivoiriens, c'est qu'ils n'achètent pas les livres. Ils n'ont pas la facilité d'acheter des livres parce qu'ils n'en ont pas le réflexe. En revanche, un livre qui est à leur portée, ils le lisent. Vous voyez bien que lorsqu'un livre est là, qu'ils ont sous la main, chez un voisin, chez un parent, ils n'hésitent pas à l'emprunter. Donc les Ivoiriens lisent. Ils lisent les livres, ils lisent aussi des journaux, sinon ça ne se justifierait pas qu'ils soient dès 6 h du matin autour des kiosques à journaux. C'est des gens qui lisent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font sur les portables? Ils lisent encore sur les portables, les messages. Mais ce ne sont pas des lectures, si vous voulez, savantes. C'est des lectures un peu stratifiées. Les lectures des romans, ce n'est pas vraiment leur tasse de thé. Mais parce qu'il n'y a pas une culture derrière. Donc les Ivoiriens lisent à mon sens. Maintenant, vous demandez pourquoi est-ce que les gens du troisième âge ont tendance à être avares quant à la transmission. Ils ne le font pas. Moi, je pense qu'ils sont cristallisés ici par la peur de laisser des traces, de choquer. Ça, c'est purement africain. Il y a une sacralisation de la vie qui fait qu'on a tendance à garder pour soi ce qu'on sait. Et ça se voit dans notre univers politique. Vous avez de grands noms, je ne veux offenser personne, mais des monuments du PDCI, des monuments du FPI qui partent comme ça, sans avoir laissé de traces, parce qu'ils sont constipés par le désir de garder pour eux. Ils n'arrivent pas à transmettre. Des messieurs comme Georges Ouonien, on ne saura jamais leur avis sur la crise. Des messieurs comme Fologo, on ne saura jamais. Heureusement qu'à côté de ces messieurs, il existe des Seri Bailly, paix à son âme, c'est le moment d'avoir une pensée pour lui. Des messieurs comme Seri Bailly qui ont écrit, mais sur lesquels on n'a pas écrit. Donc, écrire sur ces personnes-là, je pense que ça reste un acte important. Cette femme, en revanche, qui est le sujet du livre, est une femme qui a manifesté le besoin, elle, de parler. Elle qui n'est pas allée à l'école vraiment, qui est analphabète sans mépris aucun, mais qui s'est scolarisée sur le tard, parce qu'elle a eu un mari qui avait une vision. Donc cette femme-là, elle a éprouvé le besoin de... Je veux dire, c'est elle plutôt qui a voulu rentrer dans l'histoire en s'immortalisant, en racontant son histoire. Nous, on n'a fait qu'être heureux, d'autant plus que nous avons passé tout notre temps à décrier le silence
de ceux qui savent, pendant que ceux qui prennent la parole sont ceux qui savent le moins. C'est cela. Merci Serge. Je dis Serge, merci Alex Kipré. Alors, ce besoin de parler, bien sûr, a conduit à la création de cette œuvre intitulée Marie-Béatrice Abrema-Kétouré au volant d'une vie. Alors, Alex Kipré, un livre imprimé sur du papier glacé, c'est le constat qu'on fait. Voici le livre ici, du papier glacé, avec une couverture particulière, très solide comme celle d'une encyclopédie. Voilà. Alors, et illustré de photos en couleur de surcroît. Alex Kipré, dites-nous, est-ce que c'était, n'est-ce pas, la condition pour donc héberger cette histoire, elle aussi saupoudrée par le luxe? Fallait-il l'écrire dans un livre de luxe? Vous faites bien de le souligner, c'est la première œuvre de notre maison d'édition. C'est sorti depuis un moment, il n'y a pas longtemps, mais c'est la première œuvre. Il fallait quand même mettre les moyens. À cela, je voudrais dire encore que cette femme a été sensible à cela. Elle a été respectueuse, elle était à l'écoute de toutes nos volontés. Il faut donc l'en remercier. Mettre le livre en couleur, c'était important parce qu'il s'agissait d'une vie. C'était une femme normale, je vais dire ordinaire, mais sa vie en elle-même, les séquences, les étapes de sa vie sont extraordinaires. C'est une vie hollywoodienne, ce n'est pas une vie de n'importe qui. Une femme qui arrive à faire 10 enfants, il y en a un ou deux qui décèdent, elle perd son mari tôt, à 20 quelqu'un, elle conduit une voiture devant les Européens, là où aucune Française ne conduit. Elle vit à Nice, elle vient de Bassam, elle vient d'un milieu difficile, et ça c'est important. Le passage de la pauvreté à la richesse, c'est quelqu'un qui a réussi à gérer ça sans grand dommage. Pour beaucoup, lorsqu'on arrive à avoir un périmètre financier qui est élargi, épanoui, on perd les repères culturels, les repères moraux, elle les a gardés. Elle est devenue riche, mais sans avoir de mépris pour son passé. Elle était toujours en lien entre les deux cases sociales. Donc dans son ambition sociale, elle était aussi bien riche, mais elle avait gardé les valeurs de la pauvreté qui sont le respect de l'autre, ainsi de suite. Donc c'était une vie vraiment à raconter, et je pense qu'on a tenté, on a gardé ce luxe de sa vie là, avec des photos. Elle a contribué énormément. Je vous dis qu'elle est analphabète, mais elle a une idée claire de ce qu'elle veut. Elle a insisté pour certaines photos, elle a une mémoire d'enfer. Vous voyez qu'elle garde, il y avait une corbeille de photos qu'on avait, c'est dedans qu'on a trié. Il y a des photos qui datent de 30, de 50 ans, d'un demi-siècle. Comment penser à conserver cela? C'est parce que déjà à cette époque, elle avait l'intention de s'inscrire dans l'immortalité et pour servir la postérité. C'est cela. Donc, histoire bien conservée par Marie-Béatrice Abrema-Kétouré. Et pour aussi un souci de bonne conservation dans le livre, il est aussi solide, beau et de qualité. D'accord. Donc, les éditions Caïcéra, pour ne pas dire son nom. D'accord. Alors, Alex Kipré, quand on regarde de très près l'histoire de Madame Kétouré, alors de qui doit-elle sa réussite? Donc, de ses parents, peut-être, qui ont créé de toutes pièces ce mariage avec M. Kétouré, ou encore de son éducation personnelle, ou, si vous voulez, de l'effet du destin. Donc, sous quel angle doit-on placer ce modèle de réussite-là? Vous citez 3 raisons, je ne peux pas disqualifier l'une ou l'autre. La raison majeure que moi je vois, c'est son mari. Les 2 autres viennent comme des affluents pour nourrir justement cette réussite-là. Mais c'est son mari. Un homme qui la voit, qui l'a choisi, parce qu'elle n'a pas choisi son mari, qui l'a choisi au moment où elle est encore pubère, elle est encore jouvencelle, elle ne sait rien d'un homme, c'est son premier homme. Il la voit et on ne sait pas pourquoi il tombe amoureux d'elle. Dès le premier jour, il demande à la voir. À la voir en 2 mots, à la voir aussi, à L apostrophe, à voir, aussi bien voir que posséder. Ça devient sa femme, elle lui reste fidèle. Il meurt tôt, il la lâche avec 8-9 enfants, mais il lui dit quelque chose. Gère notre patrimoine. Parce que c'était un milliardaire. Il lui dit, c'est un négociant de café cacao. En plus, après, il est devenu propriétaire terrien. Dans Bassam, il a des milliers de kilomètres carrés. Donc, il lui demande à elle, gère notre patrimoine. Il est parti. Beaucoup de femmes, je pense, auraient cédé, auraient soit dilapidé les biens. On voit ici des femmes de riches qui après ne s'en sortent pas. Elle a perduré cette richesse, elle a continué, elle s'est transformée de femme au foyer, elle s'est transformée en femme
d'affaires. Et elle a réussi à conserver cette richesse-là, à même la faire progresser. Et je pense que, donc, en plus de son mari, elle le doit elle-même à son éducation, qui est une éducation sobre. Vous allez chez Marie-Béatrice Abrema-Touré, vous avez des senteurs florales, elle est entourée de fleurs, quelques oiseaux. C'est une femme qui est à cheval entre deux cultures. C'est une femme qui parle l'apollonien, mais qui est aussi moderne. Oui. Donc je pense que c'est ce brassage à sa famille, donc à elle-même, mais en priorité, il faut rendre à César ce qui est à César, à son mari qui est Touré. C'est cela. Voilà. Alors, nous étions jusque-là dans la première partie de l'œuvre intitulée Enfance et adolescence heureuse. D'accord? On va ensemble éplucher la deuxième partie qui s'intitule La vie seule face à son destin. Alors, M. Kétouré a tiré sa référence, un 10 juin 59. Quand une femme perd son mari, Alex Kipré, elle doit, quelque temps après, se remarier, s'il n'y a pas d'obstacle, bien sûr. Mais ça ne fait pas partie des projets de Mme Kétouré. D'accord? Elle se bat toute seule, comme l'indique d'ailleurs le titre ici. Vous affirmez ceci également vers la fin. C'est l'époque où la recherche de l'argent n'est pas bestiale et ne passe pas par l'avilissement de l'autre. Fin de citation. Alors, il y a une sorte de comparaison qui se cache, n'est-ce pas, derrière cette phrase-là. Alex Kipré, qu'est-ce que vous reprochez à notre époque? C'est dans le livre, c'est une époque un peu animalière. L'argent a pris le dessus, l'argent est au-dessus de Dieu, l'argent au-dessus des hommes. On tue pour de l'argent, on viole pour de l'argent. L'argent est le maître de ce monde. Mais ce ne serait pas grave qu'on ait choisi l'argent comme maître. Quand je dis ce ne serait pas grave, je peux même l'envisager. Mais une fois qu'on a ce maître, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, c'est l'utilisation de l'argent qui me gêne pour notre époque. On ne peut pas les tuer, on ne peut pas chercher, vaille que vaille, au mépris des valeurs morales, à devenir riche, rien que pour avoir une voiture ou pour avoir une maison. Ce ne sont pas des ambitions nobles. Moi, j'estime qu'avoir une voiture, une maison, c'est à la portée de n'importe qui. Or, que font les contemporains que nous voyons aujourd'hui? Dès qu'ils ont beaucoup d'argent, ils cherchent à faire quoi? Acheter une grosse voiture, après à faire quoi? Acheter une deuxième, une troisième, une quatrième, alors qu'on sait qu'il ne peut pas monter à la fois dans les 4 voitures. Donc on sent là le côté insensé de l'humain, qui s'abrutit de plus en plus. Ils font une grande maison qu'ils n'arrivent pas à entretenir, on voit toutes ces maisons-là qui sont laissées à l'abandon, donc ils creusent au mauvais endroit. Ils ne sont pas dans les choses utiles. Ils ne savent pas que ce monde qu'ils ont trouvé a été laissé par des gens qui ont été riches avant eux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme Alfred Nobel, ils ont créé des prix. Ils ont fait comme Eiffel, ils ont fait des monuments, ils ont mis l'argent où il fallait. Aujourd'hui, vous voyez un monsieur qui est milliardaire, il ne cherche pas à aider la postérité, il va avoir des milliers de maisons, des milliers jusqu'à ne même plus savoir où elles sont situées. Je me dis, bon, on a une époque un peu... idiote n'est pas le mot, mais je pense que le mot convient quand même à cette époque-là. Elle est un peu idiote, elle a perdu les repères, elle ne sait pas où elle va, sa musique est laide, on a une musique urbaine, sale. Comme l'environnement, tout est sale autour de nous, les oreilles ne savent pas entendre parce qu'elles ne sont pas débouchées, même les livres ne sont pas lus. Pourquoi? Parce que les yeux sont fermés, ils s'ouvrent simplement sur la fesse, sur la poitrine, sur le sexe. Donc c'est une société qui va très mal. D'accord, on a ouvert donc la boîte de Pandore Alex Kipré. Et donc Alex, dites-nous, pourquoi Mme Kétouré ne s'est-elle pas mariée? C'est la question que posent les femmes dont on a le retour de lecture après avoir vu cette œuvre-là. Bon, la question fait sourire. Ouais, justement, pourquoi se marier? Comme si se marier était une obligation. On en fait une précipitation, c'est même pas un devoir. On en fait on comprend pourquoi les églises aujourd'hui reçoivent tant de femmes qui ont envie de se marier et qui ne demandent à Dieu que d'être mariées. Mais si c'est pour divorcer, ça ne sert à rien. Parce qu'une femme qui a connu déjà le bonheur en se mariant, qu'est-ce que vous voulez qu'elle recommence cette quête du bonheur? La mort de son mari fait partie du mariage. Elle fait partie de la trajectoire matrimoniale de se retrouver seul. Parce qu'on dit, vous allez pour le meilleur, pour le pire arrive, vous voulez refaire un autre mariage. C'est censé, ça fait partie des maladies de ce monde. Se divorcer, se remarier, parce qu'on ne sait même pas pourquoi on épouse quelqu'un. On épouse quelqu'un pour partager sa vie, pour partager ses difficultés. Mais on épouse quelqu'un non pas pour devenir heureux, mais pour le rendre heureux. Elle a tenté de rendre ce monsieur heureux. Il lui a dit, je m'en vais sur son lit d'hôpital, je te laisse les enfants.
Mais les enfants portent le nom du monsieur Kétouré. Donc elle est encore mariée à la conscience de ce monsieur. Il faut porter ce nom-là, il faut le transformer en mot de 3 syllabes Kétouré, en entité. Et c'est ce qu'elle arrive à faire en poussant les enfants, en les inscrivant dans les meilleures écoles, au point où que la première femme architecte de Côte d'Ivoire est une Kétouré, c'est la fille de Marie-Béatrice. C'est cela. C'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas croire que le mariage soit une finalité. Non, dans le mariage, il y a des difficultés. Si votre mari décède, vous continuez de faire perdurer votre vision du monde. D'accord. C'est cela que ça... S'il devient fou, vous allez aller trouver quelqu'un d'autre. Non, vous tentez, c'est une maladie, vous tentez de le guérir. Vous pouvez avoir un mari fou, mais on ne doit pas fuir. La vie n'est pas faite que de bonheur. Vous êtes là pour le bonheur. Dès que le malheur arrive, non, vous allez vous remarier. Je pense qu'elle a voulu protéger ce nom-là, cette entité. Elle en avait conscience. Elle savait que son mari n'était pas n'importe qui. Son mari était le camarade de Feu-Boigny, le camarade de Bongo. Ce n'était pas un passant ordinaire. C'était un homme milliardaire qui lui avait donné tout. Et même un peu plus que tout. On dit, à un moment, c'est écrit dans le livre. Je ne me rappelle plus des passages. Mais il allait jusqu'à anticiper ce qu'elle voulait. Parce qu'il voulait qu'elle ne manque de rien. Comment elle fait pour avoir la voiture? Je reviens sur cette anecdote. Elle va, elle roule un vélo, elle se fait apprendre, elle apprend à conduire un vélo et elle tombe, elle s'égratigne. Il dit, plus jamais tu ne dois tomber, plus jamais tu ne dois te blesser. Il lui offre une voiture. Voici un monsieur qui voulait être un bouclier, une sorte de protecteur pour sa femme. Donc, une femme comme ça, lorsqu'elle est saisie des intentions de son mari, je trouve tellement maladroit qu'elle pense à se remarier. Ok, voilà donc le partage des valeurs morales, n'est-ce pas, qu'incarne Marie-Béatrice Aprima Kétouré. C'est donc l'axe central de ce numéro d'Africa Livre, qui bien sûr est fixé sur cette œuvre que voici, l'œuvre de Agnès Crédit et de Alès Kipré, l'œuvre à pour titre Marie-Béatrice Aprima Kétouré au volant d'une vie. Après donc le décès de M. Kétouré et son époux, la vie de Marie-Béatrice va reprendre progressivement grâce au travail, grâce à la prière et surtout grâce à la détermination, donc un véritable fighting spirit. Et la troisième partie de ce livre-là est consacrée à sa vie de matriarche, avec 5 enfants encore en vie, 17 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants, et elle a 95 ans aujourd'hui, Alès Kipré. Alors, et elle réussit à vieillir bellement. Alors, quel est son secret pour y arriver, Alès Kipré? C'est quelqu'un de très méthodique d'abord, et sa prise de les prescriptions, elle suit tout ce que le médecin lui dit. Elle suit tout ce que le médecin lui dit, donc elle prend ses médicaments, elle fait du sport, le sport au sens où elle se déplace. Elle a des personnes à son service, mais elle ne s'assoit pas pour aller les envoyer tout le temps. Non, il y a des moments où elle se déplace parce qu'elle sait que l'animation de son corps fait partie du maintien en vie. C'est des attitudes qu'elle a assez souvent et elle fait travailler sa mémoire. Et j'ai été frappé lors de ces interviews par la qualité de son silence. Il y a des moments où elle se tait. Vous avez l'impression qu'elle a oublié ce qu'elle a à dire? Non. Elle veut être proche de sa mémoire. Donc, pour ramener à la surface de sa mémoire tous ces souvenirs-là, il a fallu que nous, auteurs, nous ne combattions pas ces silences. Ce n'est pas la peine de poser 3-4 questions. Ça, je parle aux confrères, à ceux qui ont envie aussi de, plus tard, interroger ces personnes du 3e âge. Il ne s'agit pas de poser 3-4 questions. Non. Lorsque la personne oublie, l'oubli fait partie du processus mental. Donc, vous laissez la personne oublier, se souvenir lentement. Vous ne combattez pas les silences et après seulement, l'idée vient, elle est restituée comme au premier jour. Donc j'invite tous ceux qui ont envie d'écrire sur les personnes du 3e âge, d'avoir du respect, d'être silencieux devant le silence, de laisser le silence prendre la parole. Et cette femme-là, avec conscience de ces moments de silence, elle a conscience vraiment de ce qu'elle doit pouvoir reconnaître. Elle connaît le nom de tous ses petits-fils, de ses arrière-petits-fils. Elle lit Jeune Afrique. Elle lit les journaux, elle n'est pas allée à l'école, je le signale. Mais comment elle arrive à ça? Vers ces derniers instants, elle avait commencé à se mettre à la peinture. Parce qu'elle cherche une qualité de vie. Lorsqu'on a l'argent, ce n'est pas pour mépriser l'autre. C'est pour améliorer sa qualité de vie. Ce n'est pas pour devenir paresseux. Non, c'est pour améliorer sa qualité de vie. Et c'est surtout avoir la notoriété et aider les autres. Elle donne de l'argent à les fanfares, à Bassam. Elle donne de l'argent, elle refait des églises.
Elle refait pas seulement des églises, quelques mosquées. Donc, elle a le sens dont vous avez parlé de la spiritualité. C'est cela. Donc ici, sa spiritualité est tellement aboutie qu'elle construit quelquefois des édifices. Elle aide à la réhabilitation des édifices. Justement, parlons de spiritualité. Religion, elle a été musulmane donc de par son époux. Elle est aujourd'hui chrétienne catholique. Elle soutient la mixité religieuse de par ses enfants qui ont contracté des mariages mixtes. Alors, quelle est donc sa position vis-à-vis de la religion finalement? Je pense que le fait de ne pas avoir une position est une très belle position. Parce qu'il faut être laïque, il faut laisser les personnes choisir. On vient brutaliser les gens avec des religions auxquelles on ne croit même pas soi-même. Simplement parce qu'on porte un nom musulman, on dit on est musulman. Le musulman, ce n'est pas dans le patronyme. On est chrétien pas parce qu'on s'appelle Kofi ou Israël. On est chrétien parce qu'on agit au quotidien, chaque jour, chaque minute. On prend la bonne décision inspirée de la Bible. On prend la bonne décision inspirée du Coran. Lorsqu'on est musulman, on prend la bonne décision inspirée de Dieu à quand? Lorsqu'on est animiste. Donc il faut laisser s'exprimer l'ensemble, justement dans un pays laïque, l'ensemble de ces religions pour pouvoir permettre que les citoyens se côtoient et qu'ils vivent ensemble intelligemment. Elle a une fille qui a épousé un Indien. Donc elle a un petit-fils indien. Elle a des petits-fils musulmans, elle a des petits-fils chrétiens de tous les horizons. Mais ça prouve bien qu'elle a une hauteur d'esprit. Elle a une grandeur d'esprit et c'est ça qui élève son âme. Et je pense que c'est ça qui l'aide à vieillir bien. Le temps est tellement court pour décortiquer les valeurs, n'est-ce pas, clés de ce livre-là, les richesses, n'est-ce pas, qu'il renferme, que avant de prendre votre mot de fin, voici la question sur laquelle je vais chuter. Kofi Annan, vous le connaissez bien, l'ex-SG des Nations Unies, il a dit ceci: l'éducation des filles est un outil efficace de développement social, un placement à long terme dont les rendements sont exceptionnellement élevés. Alors, est-ce que l'histoire de Mme Kétouré ici est une illustration de cette idée, Alex Akipré? Oui, tout à fait. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je pense que c'est une illustration. Ça montre bien que lorsque vous prenez soin d'une femme, vous prenez en même temps soin d'une famille, de générations entières, parce que la femme est le socle. La femme est le socle de l'éducation. La première personne, d'abord, à nourrir l'enfant, c'est la femme. Ensuite, à l'éduquer, c'est la femme. Le mari, le père n'intervenant qu'un peu plus tard. Donc, la femme cimente d'abord toute l'éducation de l'enfant avant qu'on arrive. Néanmoins, j'ai envie de me prononcer là-dessus, néanmoins, je ne voudrais pas non plus qu'on bascule dans un autre sens. On a tendance à croire qu'il faut systématiser l'apologie de la femme, il faut tout lui confier. Je ne suis pas d'accord. Il faut confier le destin des gens, le destin des entreprises, le destin de toute entreprise, parce que la famille est une entreprise. C'est une entreprise au sein de laquelle existe l'amour et tout cela. Il ne faut pas confier ça systématiquement à la femme. Je pense que c'est une erreur. Il faut constituer cela à l'homme, grand H, qui a les compétences. Ici, on parle de Marie-Béatrice Kétouré. C'est vrai que c'est une femme, mais c'est le fait qu'elle ait réussi qui met en valeur sa féminité. Un homme aurait réussi de cette façon, il aurait mis en valeur sa masculinité. Donc, il ne faut pas systématiser. Si dès qu'on voit une femme, ça veut dire que oui, elle est compétente. Non, on cherche les humains compétents et on fait fi du sexe. Si c'est une femme, c'est tant mieux. Si c'est un homme, c'est aussi tant mieux. C'est cela. Et c'est là qu'on prendra le mot de fin donc, de l'auteur, Alex Akipré, n'est-ce pas, à la lumière de la vie de cette femme, Mme Kétouré. Au mot de fin, je voudrais vraiment, c'est un peu nombrique, mais je voudrais inviter tous les Ivoiriens qui sont en train de partir, qui sentent qu'ils s'en vont. Il y a des maisons d'édition qui existent. Il faut que ces Ivoiriens-là puissent écrire. Il faut écrire, il faut croire en l'écriture, il faut croire au mot qui est laissé. On n'écrit pas pour avoir du succès, on écrit pour ne pas que ceux qui arrivent après nous fassent les mêmes fautes. On écrit pour que ceux qui viennent après puissent avoir le chemin, puissent être guidés et puissent guider les autres. Donc on s'inscrit dans une transmission. Hélas, ceux qui savent se taisent, partent avec le savoir. Je pense à Drobé II, je pense au Foué-Boigny, je pense à Kétouré. Il y a encore certains qui font du silence parce qu'ils ont peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez vous tromper, vous avez le droit de vous tromper. L'erreur fait partie des étapes de la vérité. Donc il faut laisser à ceux qui viennent pour qu'ils ne soient pas débousselés. Parce qu'en réalité, on le dit, la civilisation, ce n'est pas ce qu'on a reçu des autres, mais c'est ce qu'on se doit de donner aux autres. Donc pour réussir cette transmission,
il faut pouvoir mutualiser les compétences. Il faut qu'on ait des personnes qui ont envie de parler, qui acceptent de parler, des personnes vieilles qui acceptent d'enseigner les plus jeunes. Il faut aussi qu'on ait des éditeurs pour éditer ces livres coûteux, ces livres de luxe. Il faut qu'on ait des écrivains pour les écrire. Il faut aussi qu'on ait des espaces d'exploitation de tout ce savoir-là. Dans des journaux, il faut qu'on ait des pages littéraires. Dans des télévisions, il faut qu'on ait des espaces littéraires. C'est pourquoi Africa Livre, ici, qui est la page littéraire de Source Africa TV, est une belle initiative. On est content qu'on puisse avoir des espaces d'exploitation du livre. Il faut que ça continue. En tout cas, bonne continuation à vous. Merci beaucoup, Alex Kipré. Je vous en prie. Eh bien voilà, le temps prend son temps et fait de nous ce qu'il veut. Le paradoxe est que vieillir nous rend dépositaires du passé et donc des êtres de mémoire, mais dans le même temps, il fait de nous des personnes fragilisées par l'oubli. Fin de citation, et c'est la matriarche Marie-Béatrice Abrema-Ketouré qui l'a dit dans ce livre que nous avons en main ici. Et donc, ils font bien, ces auteurs-là, ces écrivains-là, donc de combattre cet oubli en récupérant la mémoire, n'est-ce pas, de ces légendes vivantes que nous avons, légendes vivantes de notre histoire. Lisons tous Au volant d'une vie, et donc bonne lecture, et à très vite sur Source Africa. Elle ne s'exprime pas. Source Africa, une chaîne pour mieux vivre.